Et si au lieu de choisir des élites, on se mettait à reconnaître des leaders? C'est le titre du 3e épisode du podcast Conscience révolutionnaire dans lequel vous venez tout juste d'embarquer. Bienvenue, je m'appelle Lola Siohan et je serai votre hôte pour ce voyage. Avant de me lancer dans ma première petite anecdote, j'imagine que vous pourriez vous dire que je chipote un peu entre cette distinction choisir des élites et reconnaître des leaders. En réalité, même si ces deux distinctions sont juste un prétexte pour parler de deux paradigmes totalement différents, mais rien qu'en fait dans les mots choisir des élites et reconnaître des leaders, il y a déjà deux mondes. Dans le sens où rien que les mots, si on remonte à l'étymologie de ces mots-là, il y a un monde déjà, il y a une grosse différence. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour introduire du coup le podcast, je vais commencer comme bien souvent à vous parler d'une anecdote personnelle, car j'utilise mon matériel personnel, mon expérience personnelle et les compréhensions intérieures que j'ai pour essayer du coup de comprendre les systèmes à l'extérieur et de comprendre globalement le monde. Et cette première histoire dont j'ai envie de vous parler, c'est celle de moi qui débarque après le bac, donc à 18 ans, en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc pour ma part, c'était une classe préparatoire littéraire et je l'avais intégrée parce que j'avais pour objectif derrière d'intégrer Sciences Po. Finalement, ça s'est pas fait, je suis allée en fac de droit. Et il se trouve que je me souviens précisément de ce moment où le premier jour de la rentrée, la professeure ou le professeur, je sais plus exactement, comme quoi je me souviens plus tant que ça, mais ils nous ont dit « Vous êtes l'élite de la nation ». Donc faut imaginer le contexte. Toi tu sors d'un bac, en plus le mien, moi il était pas ouf. Je l'avais pas vraiment réussi selon mes critères. J'arrive là, j'ai rien fait de ma vie, et puis les autres non plus, on a 18 ans, quoi, normal, et on nous dit, vous êtes l'élite de la nation. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait des bonnes notes dans nos cursus, et on a réussi à arriver jusqu'à là, et on est désigné comme ça, comme l'élite de la nation. Alors même que, entre guillemets, on n'a pas vraiment on n'a pas prouvé qu'on était des élites, on n'a rien fait, mais on est désigné comme tel. Et le plus drôle, en fait, dans cette histoire, c'est que quasiment la semaine suivante, dès le lendemain, on nous fait comprendre qu'en fait, on est des bons à rien. On nous fait comprendre qu'on est des bons à rien parce qu'on n'a pas les notes attendues, parce qu'on se comporte pas de la même manière. Enfin, je sais plus exactement, c'est un peu flou, mais globalement. Et en fait, tout au long de l'année, ça va osciller entre un discours de vous êtes l'élite de la nation et en fait, vous êtes des bons à rien. Vous êtes l'élite, vous êtes des bons à rien. Et avec cette espèce de chaud-froid comme ça. Et il faut même, pour rajouter un peu de contexte, savoir que lorsqu'ils rendaient des devoirs, certains professeurs, pas tous, choisissaient de rendre les notes de la meilleure note à la pire. Donc, faut imaginer que la personne qui reçoit sa note en dernier, faut imaginer le stress, etc., un peu l'aspect humiliation devant le reste de la classe. Bon, là, c'était un peu l'ambiance. Ce dont je parle là, j'en parle pas pour parler de la cruauté des professeurs, c'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, même de leur niveau, etc. Moi, j'ai eu parmi certains des meilleurs professeurs que j'ai eu de ma vie, je les ai eus dans cette classe prépa. Ça parle pas non plus de leur bipolarité et leur saut d'humeur, mais ça parle de quelque chose qui, selon moi, est beaucoup plus vaste. C'est un système, qui hiérarchise et qui distingue entre les élites d'un côté et les bons à rien de l'autre. Alors moi, je mets ce mot bon à rien parce que c'est ce qui me vient par rapport à mon expérience de la prépa, mais je vais transposer avec les élites d'un côté et le peuple de l'autre. Je fais clairement un parallèle en fait avec cette distinction qu'on entend souvent, avec ils sont l'élite et nous sommes le peuple. Ou alors parce que nous sommes l'élite et vous êtes le peuple, on l'entend pas trop. On l'entend pas trop à part par exemple dans la prépa là dont je vous ai parlé. Là, on nous disait clairement vous êtes l'élite et donc sous-entendu du coup les autres ne sont pas l'élite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce distinguo là, en réalité, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai le recul pour voir que ça avait lieu, mais quand j'étais dedans, je le voyais pas. Je vais parler d'un espèce de parfum senteur Division. Voilà, parfum senteur Division de chez Dior ou KHL. Et c'est un parfum, au final, que, avec du recul, maintenant, je le vois, que j'ai retrouvé exactement de la même manière quand je suis allée après en fac de droit, que j'ai retrouvé quand je suis allée en entreprise, à chaque fois sous des formes différentes, en fait. Moi, j'étais en fac de droit, et il peut y avoir une forme de supériorité par rapport que je pouvais nourrir moi aussi. Je me place pas en dehors de ça, que je pouvais nourrir avec aussi tous mes camarades, avec les professeurs, le corps enseignant, par rapport à par exemple d'autres filières. À Rennes, par exemple, parce que moi j'ai fait mes études à Rennes,
il y avait un peu cette distinction reine 1, reine 2. En gros, le reine 1, c'est les gens sérieux, reine 2, c'est les saltimbanques, quoi. Il y avait vraiment cette distinction. Et ensuite, pareil, dans le milieu de l'entreprise, pareil, ça prend d'autres formes. La direction vs les syndicats ou les pauvres salariés. Et cette distinction-là. Ensuite, par exemple, dans le monde de l'entreprise, par exemple, dans le monde de la politique, on observe vraiment ça. Dans le monde de l'activisme, et j'ai même vu ça récemment, je commence à l'observer un peu partout. Je l'observe dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, ou dans le monde de la conscience de soi, avec des discours du style « nous sommes les élus », on est les 1%. Il y a ça prend plein de formes différentes. En fait, c'est pour ça que je parle d'un parfum. Un parfum senteur division qui se distille en fait dans toutes les strates de la société et avec lequel en fait on a complètement pris l'habitude de vivre. Et en fait, ce parfum, il est juste à l'intérieur de nous. Parce que ce qui est hyper intéressant, donc voilà, je parle de ce parfum qui parfois va prendre la forme de nous sommes le peuple et ils sont l'élite, mais en réalité, ça peut prendre plein de formes. Par exemple, du côté, disons, des élites, ça peut prendre la forme de affirmer de on est l'élite, mais ça peut aussi prendre la forme d'un espèce de paternalisme sauveur du style les gens sont bêtes, les gens ne savent pas, il faut qu'on sache mieux qu'eux, il faut qu'on prenne des décisions pour eux. Il y a ces idées-là. Et parfois, ça vient absolument pas même très souvent, ça vient pas d'une mauvaise intention. Enfin, moi, je me souviens la mentalité que j'avais encore il y avait quelques années, en ayant été formatée là-dedans. Il y avait cette idée de, bah oui, en fait, moi, je suis l'élite, je passais par une classe prépa. Alors, je me disais pas ça dans ma tête, mais en fait, c'est très, très inconscient et très, 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 très en fond. Je sais pas comment dire avec d'autres mots, mais très intériorisé, ce truc de, oui, il faut que les gens ont besoin d'être sauvés, les gens savent pas, les gens sont pas tous aussi intelligents que nous, les gens savent pas, voilà, un peu ce truc-là. Donc, j'appelle ça un peu du paternalisme sauveur. Du côté, on va dire, du peuple, il va y avoir un sentiment d'infériorité par rapport aux élites. On va les critiquer, on va adorer les critiquer, mais il va y avoir le côté, bah ouais, mais eux, ils sont meilleurs, moi, je suis nulle. Voilà, combien de fois j'ai entendu des personnes me partager ces dernières années, non mais moi je suis pas assez bien, moi je suis pas, parce qu'en fait elles sont passées dans le moule de l'école classique, de l'école en France, où on fait cette distinction depuis tout jeune. En fait, depuis tout jeune, on apprend à classer les gens sur une espèce d'échelle hiérarchique où t'es plus ou moins bon en fonction des notes que tu as. Et en fait, tu intègres que si t'as pas les bonnes notes, t'es en dessous, en fait, t'as pas le bon niveau. Donc, il y a les élites qui sont au-dessus de toi et toi, t'es en dessous. Et ce qui a été hyper intéressant ces dernières années, c'est deux choses. C'est déjà d'observer que ce mécanisme en dessous, au-dessus, au final, je le vois, je l'ai observé chez à peu près tout le monde, et moi compris. Et c'est un mécanisme dans le sens où on n'est pas soit l'élite, soit le peuple à l'intérieur de nous. J'ai l'impression qu'on est les deux. C'est-à-dire que on peut un jour se sentir très très supérieur à quelqu'un d'autre et avoir un peu de mépris et considérer qu'on sait mieux et que l'autre elle est un peu bête et voilà, j'entends souvent ce genre de mépris. Le truc que j'entends le plus, c'est non mais de toute façon les gens sont bêtes. Faut voir de où ça part ce truc-là. De toute façon les gens sont bêtes. Ça veut dire qu'on se positionne obligatoirement comme étant mieux que les gens. Nous, on n'est pas bêtes, contrairement aux gens. Donc, en fait, on se positionne au-dessus. Et à côté de ça, ce truc de non, moi, j'y arriverai jamais, eux, ils sont trop forts. Et donc, c'est comme si à l'intérieur d'un même individu, et je pense, énormément d'individus, cohabitent en réalité cette dichotomie de élite, bon à rien. Un jour élite, un jour bon à rien. Même une heure élite, le lendemain, l'heure d'après, bon à rien. Et ce truc-là, donc on le voit à l'extérieur facilement, on l'observe, on le voit par exemple, on va parler des luttes des classes, etc. On l'observe, mais avant d'être dehors, c'est avant tout à l'intérieur de nous, et c'est tellement intériorisé. Et je pense que des personnes qui se sentent la plupart du temps entre guillemets appartenir au peuple, etc. contre les élites peuvent très bien faire preuve à d'autres moments de mépris vis-à-vis d'autres personnes qu'elles considèrent comme étant en dessous d'elles. C'est quelque chose que j'observe extrêmement couramment. Et voilà, aujourd'hui, je commence à observer ce mécanisme tout simplement parce que je l'ai observé chez moi. Je l'ai complètement observé chez moi. Moi, j'étais très empreinte d'un côté, j'allais dire paternalisme sauveur, du coup, je vais dire maternalisme sauveuse.
Mais voilà, j'avais ça à l'intérieur de moi et je sais que ça fait partie de mes ombres, entre guillemets, de ce qui peut, ce à quoi je fais attention. Et en même temps, je mets aussi des gens très au-dessus de moi en me disant, ces personnes, waouh, elles sont au-dessus, etc. Et il s'agit pas de lisser, de considérer, il s'agit pas de lisser et de considérer qu'entre guillemets tout le monde est au même niveau. Parce que par exemple, une personne qui commence la musculation depuis une semaine, une personne qui en fait depuis 10 ans, elles ont factuellement pas le même niveau. Ça c'est sûr. Mais il s'agit de considérer que c'est pas parce qu'on n'a pas le même niveau sur ce sujet-là qu'on est inférieur et que ça donne une valeur, en fait, ça nous donne une valeur d'infériorité par rapport à l'autre personne. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de me sortir de là, moi. C'est d'essayer de voir que, une chose que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que quand j'ai commencé à sortir de ce sentiment d'infériorité que j'avais, parce que le paradoxe, c'est ça, c'est que j'ai beau avoir fait cette classe préparatoire littéraire, j'avais absolument aucune confiance en moi, je me sentais nulle. Je suis arrivée en entreprise, j'avais l'impression que j'étais pas intelligente, alors que selon les normes de la société, je rentrais dans les codes de l'intelligence qui est bien admise, etc. Je cochais les cases en fait. Une classe prépa, des études de droit, juriste, responsable de droit social, je cochais toutes les cases. Et pourtant, à l'intérieur, je me sentais profondément pas intelligente. Et en fait, et donc, du coup, j'avais toujours ces mécanismes de placer les gens tantôt en dessous de moi, tantôt au-dessus. Et ce qui a changé, c'est le jour où j'ai commencé à découvrir ma propre intelligence. Et j'ai pu découvrir cette propre intelligence grâce notamment à la seule chef que j'aurai jamais de ma vie, puisque j'ai décidé d'être ma propre chef à partir de maintenant. Et une personne, ça a été une rencontre incroyable qui fait partie de ce que j'appelle les véritables chefs ou les véritables leaders qui vont accompagner les autres à révéler leur propre leadership. Et donc moi, c'est ce qui s'est passé en fait dans ce cadre-là où j'ai pu en fait découvrir mon intelligence propre qui n'avait rien à voir avec ma capacité que j'avais très bien à me conformer aux normes, à apprendre des choses, à respecter les règles, à respecter le cadre, que j'avais en fait grâce à ma capacité à me conformer, à être une bonne élève, etc. Et le jour où j'ai développé ma propre intelligence, donc qui fait appel à beaucoup d'intuition, une capacité à lire les systèmes, une capacité à communiquer, plein d'autres choses, je vais pas m'étaler là. Mais du coup, le jour où j'ai vraiment connecté à ma propre intelligence, j'ai commencé à voir cette intelligence, en fait, chez tout le monde. C'est-à-dire que j'ai eu la capacité, du jour au lendemain, à me dire, mais arrêtez de voir cette personne comme bête, mais à me dire, ah, mais cette personne, en fait, elle a son intelligence à cet endroit-là et je vois exactement à quel endroit elle est intelligente et elle est, à cet endroit-là, bien plus leader que moi dans ce domaine-là, en fait. Elle est devant moi à ce niveau-là. Et sans que ça mette une valeur en fait sur la personne. Et ouais, j'ai fait une grosse digression, mais bon, ça fait partie du podcast, on va dire. Et pour en revenir du coup à cette distinction de choisir des élites et reconnaître des leaders. Voilà, je vais essayer de me remettre dans l'axe. Choisir des élites. Si je reviens à l'étymologie du coup de élite, donc j'ai noté là. Élite, ça vient du latin elegere, qui veut dire choisir, extraire. Et donc quand on choisit des élites, en réalité on choisit le choix. Et donc la question, donc je trouve ça hyper intéressant de se dire que les élites qu'on choisit, en fait, le mot élite veut dire choix, littéralement. Et je vais pas rentrer dans le détail là, mais je pense que si vous m'écoutez là, si vous écoutez un podcast qui s'appelle Conscience révolutionnaire, vous avez conscience autant que moi que ce qui importe du coup dans la matrice dans laquelle nous vivons, c'est que nous fassions des choix de division, des choix de fragmentation. Peu importe le choix qu'on fait, que ça soit à droite, à gauche, en haut, en bas, ce qui importe c'est que nous fassions des choix. Et en fait, quand j'ai capté qu'en fait les élites ça voulait littéralement dire le choix, en fait je trouvais ça beau en fait de se rendre compte à quel point parfois juste tout est devant nous et les mots disent déjà tout. Donc en fait, quand on choisit des élites, on choisit le choix. Et donc la question se pose, mais qui choisit ces élites? Pourquoi on choisit le choix à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire en fait choisir le choix? Et selon quels critères?
Donc je vais pas développer là sur la question de qui choisit ces élites, pourquoi on les choisit, etc. Je vais juste, parce que je prendrai un autre épisode pour parler de ça, mais je vais vraiment rester concentrée sur quels sont les critères aujourd'hui qui font que dans notre société, on choisit que ces personnes-là sont des élites. Et pour l'avoir vécu, voilà les critères que je pourrais mettre en avant. Ce serait la capacité à avoir un mental analytique, c'est le mental analytique en gros, la capacité à performer, la capacité à rentrer dans un moule, à comprendre des normes, à les accepter, à rentrer dans un cadre, etc., à respecter les règles globalement. C'est ça en fait qui fait que tu te retrouves un jour en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est parce que tu as été à l'école et que tu as respecté la règle du jeu qui est de travailler pour certains, d'autres un peu moins, mais d'avoir des bonnes notes, d'écouter des cours qui pour la plupart sont pas très intéressants, même s'il y en a qui sont intéressants, mais d'apprendre des choses par cœur parce que ça implique ça, et que parce que tu as joué ce jeu-là à un moment, on te retrouve à te dire, voilà, tu rentres dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Et derrière, peut-être si tu continues à jouer le jeu, tu vas rentrer dans une grande école. Et ensuite, après, tu auras un poste à haute responsabilité, etc. Et du coup, ce qui permet aujourd'hui, ce qui fait que collectivement, dans notre société, on choisit des élites, on choisit des élites sur la base de ces critères-là. Et voilà. Et du coup, pour mettre ça en opposition avec reconnaître des leaders, rien que dans le mot reconnaître, on sent déjà la différence de vibration. Dans le sens où reconnaître, ça veut dire, donc ça vient du latin, alors je le prononce sûrement très mal, recognoscere. Terrible, ma prononciation. Pourtant, j'ai pris des cours de latin. Et j'ai très mal écrit. Mais en tout cas, même si j'arrive pas du tout à le prononcer, ça veut dire connaître à nouveau. Connaître à nouveau. C'est ça, reconnaître. C'est connaître à nouveau. Et pourquoi j'emploie cette idée de reconnaître des leaders? Parce que j'aimerais amener l'idée que, en tout cas, ce que je ressens, donc j'essaye de m'exprimer, c'est un peu difficile parfois, mais en fait, dans le sillon dans le paradigme de choisir des élites, en fait, tout le paradigme de choisir des élites, la manière dont sont constituées les élites, le chemin qui est tracé, ça crée mécaniquement un truc où, à la fin, les élites sont dans une position de « nous sommes les élites, vous êtes le peuple » et on va utiliser un peu une forme de paternalisme sauveur. Sans même, je pense, pour la plupart, ils en aient conscience, en fait. C'est totalement inconscient, mais ça se fait. C'est le système qui est fait comme ça, qui fabrique ça. Et du coup, par opposition, ça crée au niveau de la population, etc. C'est les élites et nous on est nuls. Parce qu'en fait, c'est alimenté en fait des deux côtés. Dans le sens où je ne sais pas qui a la racine à créer ce système, sûrement un groupe d'intérêts qui avait intérêt à diviser pour mieux régner. Je vais pas en parler là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'est pas nous individus qui avons créé ce système, c'est nous collectivement qui continuons à le nourrir tous les jours. En entretenant du coup ce discours de « ils sont l'élite, nous sommes le peuple » ou « je suis l'élite, ils sont le peuple » et en l'entretenant au-delà de juste à l'extérieur dans la sphère politique, en l'entretenant dans notre quotidien, de comment on se positionne par rapport aux gens autour de nous. Est-ce que je me positionne tantôt au-dessus de cette personne, en dessous? Et en fait, tout ça, ça vient nourrir en fait le maintien de cette division élite-peuple. Bref, là j'ai un peu fini là-dessus. Et du coup, pour passer sur l'histoire de reconnaître du coup des leaders, la question que j'ai envie de poser, c'est du coup, quel est l'objectif véritablement d'un leader? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Dans le premier paradigme de choisir des élites, on attend d'eux qu'ils sachent mieux que nous, qui nous sauvent, qu'ils fassent mieux. Enfin, on se dit collectivement, eux, ils doivent mieux savoir que nous. Et donc, il y a de facto une perte de responsabilité individuelle. Alors que dans le côté reconnaître des leaders, moi, je me pose la question et c'est clairement vers ça que je vais, c'est qu'en fait, le rôle d'un leader n'est absolument pas de mieux savoir que toi. Le rôle d'un leader n'est pas de te sauver de toi-même. Et en fait, le rôle d'un leader, dans reconnaître, pour moi, c'est de te permettre de te souvenir de ton propre leadership par l'exemple qu'il montre. Un leader, dans ma perception,
c'est quelqu'un qui va avoir la capacité en premier lieu à leader sa vie, à diriger sa vie. Et parce qu'avant même d'essayer d'avoir la prétention de leader les autres, ce serait bien d'abord de leader sa vie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous pourriez me dire, oui, mais bon, les élites, elles leadent leur vie, elles sont en commande de leur vie et tout. Oui, mais depuis quel espace? Depuis quel espace elles leadent leur vie? Elles leadent leur vie depuis toujours, je me formate à un système. Je me formate tout le temps, et je continue, etc. Et je suis considérée comme élite parce que j'ai cette capacité de mental analytique, d'analyse, de me conformer aux règles, de respecter les règles, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, dans le côté reconnaître des leaders, moi je vois que pour moi, la qualité première d'un leader, parce que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, en vrai, c'est quoi la qualité d'un leader? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une personne en tant que leader? Qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'une personne est un leader ou une leaduse? Bon, ça colle pas. Bah non, c'est en anglais de toute façon. Pour moi, c'est le courage. C'est le courage. C'est pas l'intelligence, c'est pas la sagesse, c'est même pas la force, la rapidité, etc. Je pense que vraiment, en tout cas pour moi, après vous verrez si ça résonne ou pas pour vous, pour moi, ce qui fait qu'on reconnaît un leader, c'est son courage. Et le mot courage, j'aime bien faire de l'étymologie, enfin remonter souvent à la racine des mots. À la racine, le mot courage vient du mot cœur. Comment un leader se dirige? Il se dirige avec son cœur. La boussole d'un leader, c'est depuis son cœur. Sa boussole, c'est-à-dire que quand bien même, c'est ça le courage, c'est quand bien même j'ai peur, quand bien même peut-être je suis dans un système qui me dit il faut se conformer de cette manière, il faut faire comme ça, la direction c'est comme ça. Le leader, c'est celui qui va avoir la capacité à peut-être écouter une autre boussole que la boussole qui est à l'extérieur et qu'on t'indique avec des gros panneaux de signalisation, mais d'écouter une boussole du coup qui se situe à l'intérieur. Et en fait, dans cette idée de reconnaître des leaders, déjà j'aime bien donc l'idée de connaître à nouveau, donc dans le sens de ça permet, il y a l'idée de se rappeler de quelque chose, de se rappeler en fait d'une forme de leadership qu'on a tous à l'intérieur de nous, parce que c'est vers là où je vais vous emmener. C'est que moi en fait dans le paradigme dans lequel je pense que nous aurions intérêt à aller collectivement, il y a cette idée que nous sommes tous des graines de leaders. Tout le monde a la capacité d'être leader, mais encore faut-il être d'accord sur ce qu'est un leader. Et moi je considère pas qu'un leader c'est celui qui décide pour les autres, qui dirige les autres. La première qualité d'un leader, c'est son courage, le courage de suivre son cœur, le courage de suivre sa voie et le courage, du coup, d'avancer, de tracer sa voie, de tracer son chemin. Et en fait, ce qui se passe avec le phénomène de reconnaître un leader, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est dans son leadership, quand tu vois quelqu'un qui lead sa vie, mais en fait, de facto, en tout cas pour moi, il y a une forme d'inspiration de se dire, oh, ouais, cette personne, en fait, elle lead sa vie. Et en fait, on sort totalement de cette idée de hiérarchie en mode il est mieux que moi, il est moins bien que moi. Non, il lead sa vie à son endroit. C'est sa vie, en fait. Et il fait ses choix selon ce qui est dans son cœur, ce qui est présent à l'intérieur de lui. Moi, je parle de cœur, mais d'autres vont parler des valeurs, de l'intégrité, de ce qui fait sens pour nous. Il suit sa vie. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, ça me permet de reconnaître, en tout cas, à quel endroit, par exemple, je ne suis pas ma boussole, je ne suis pas mon cœur, je ne suis pas le sens qui est vraiment important pour moi, mais je me suis éloignée en fait de mon propre leadership parce que j'ai tendance à penser, enfin voilà, je pense même que de manière innée, nous avons notre leadership. Je mets le mot leadership, ça colle pas trop, mais une forme de souveraineté intérieure, de capacité à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. En tant qu'enfant, si on a une éducation qui nous permet voilà de respecter nos limites, etc., qui nous demande pas très tôt de nous conformer, et c'est là que du coup on voit d'où part le problème. Si on ne nous demande pas très tôt de nous conformer, on va pouvoir être capable de savoir à quel moment on a faim, à quel moment on a froid. Bon alors peut-être pas quand on est tout nourrisson, mais voilà, assez vite enfant, on va pouvoir, si on est bien accompagné, savoir quelles sont nos limites, etc., et de manière naturelle, un enfant, il va avoir tendance à rêver, à écouter ses rêves, à écouter son cœur, etc. Il va être connecté à cette part de lui. Et si on ne l'y déconnecte pas, il va continuer à tracer sa vie, il va tracer sa vie comme ça. Et ça me fait penser que quand, j'ai envie de vous parler de ça là, ça me fait penser que quand j'étais du coup au collège, au lycée plutôt, j'avais donc moi je faisais partie des premières de la classe, des choses comme ça et tout. Et en fait, j'avais de l'admiration pour les personnes. Donc moi je me conformais, hein, vraiment j'étais la bonne élève par excellence.
dans tous les domaines. Enfin, ça veut pas dire que j'étais excellente élève, mais ça veut dire que je me conformais. Et j'avais une passion, enfin une admiration plutôt, pour les personnes qui ne se conformaient pas. Je les trouvais... En fait, j'avais de l'admiration pour elles. Je me disais, mais waouh, c'est fou de réussir à ne pas se conformer. Je mettais pas ces mots-là, mais je me disais, mais... Par exemple concret, c'est fou, cette personne, elle va choisir des études où il y a des statistiques qui prouvent qu'il y a 0 débouché, du style art du spectacle ou psychologie ou des choses comme ça, juste parce qu'en fait, elle aime ça. Et moi, mon raisonnement était tout autre. Il était, mais moi, je vais choisir des études que j'aime à peu près quand même. Je suis pas non plus allée en fac de médecine, voilà. Mais j'ai quand même fait quelque chose où il y avait quand même un minimum de fibres. Mais globalement, mon raisonnement, il était, je vais choisir une voie dans laquelle il y aura des débouchés. Et quand je fais le distinguo entre, voilà, ce que je me dis, c'est que moi, à ce moment-là, la boussole que j'ai écoutée, c'est la raison. Je veux pas opposer raison et cœur, parce que pour moi, si on est doté de raison, c'est pas pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, moi, j'ai pris mon cœur, qui à la base me disait plutôt d'aller dans des choses du style fac de psychologie, parce que c'est pas pour rien. Là, aujourd'hui, je me retrouve devant vous à parler de choses qui sont de l'ordre de la conscience de soi. C'est pas pour rien. Au final, tout était déjà là depuis le début, et j'avais envie, moi, d'aller plus vers quelque chose de l'ordre de la psychologie, mais à aucun moment ça m'a traversé l'esprit, dans le sens où je l'avais balayé direct en me disant, mais il y a 0 débouché dans ce truc-là, et puis c'est pas un métier, entre guillemets, bien vu, bien reconnu. Et du coup, j'ai totalement balayé mon cœur, j'ai mis ma tête en gouvernail, et puis je suis allée dans ce genre de filière. Il y en a d'autres qui ont fait le choix inverse. Ils se sont pas dit, alors c'est où qu'il y a le plus de débouchés? Ils se sont dit, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Et où est-ce que j'ai envie d'aller? En fait, moi, c'est ces personnes-là que j'admirais à l'époque, parce que je me disais, oh, mais c'est tellement facile de suivre les règles. Et toi, tu vas t'embêter à aller, entre guillemets, à contre-courant et aller prendre des risques juste parce que tu aimes ça. Donc, après, il y a toute une différence de paradigme entre, voilà, choisir, entre guillemets, l'amour et la peur, etc. Et je vais pas rentrer dans le sujet, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est que pourquoi j'admirais ces personnes-là? Parce que c'est tout simplement les premiers leaders que j'ai croisés dans ma vie. C'était eux les véritables leaders à l'époque. Et ça me touche, émotionnellement, ça me touche. Pourquoi? Parce que depuis, j'en ai rencontré plein des personnes comme ça. Et ces personnes-là, le pire dans l'histoire, c'est que la plupart du temps, elles pensent qu'elles sont bêtes, pas intelligentes. Alors, maintenant, on a 30 ans, donc en tout cas, mes amis qui étaient dans cette situation-là, je sais qu'aujourd'hui, elles ont trouvé leur voie, elles sont sorties de cette idée qu'elles étaient bêtes, etc. Mais alors même que de mon point de vue aujourd'hui, je me dis, mais c'était elles les véritables leaders, dans le sens, elles avaient la capacité, au milieu de tout un système qui te demande de t'oublier et de te conformer et de suivre la raison, elles avaient la capacité à se dire, non, mais moi, je veux suivre mon cœur. Et je me dis, mais c'est fou. Enfin, moi, je trouve ça trop beau, en fait. Et en fait, ces personnes-là, c'est les personnes qui sont considérées par le système comme défaillantes, n'étant pas en capacité de rentrer dans le moule, celles qui vont avoir des métiers où on considère qu'elles vont avoir des métiers moins bien, il y a des jugements de valeur, enfin, il y a tout un système qui est franchement assez moisi autour de cette distinction, en fait, entre, du coup, ce qu'on considère comme étant les élites, les meilleurs élèves, et puis les moins bons. Et en fait, ce fonctionnement-là, qui part du coup de l'école, qui commence là, mais c'est une gangrène, il y en a absolument dans toutes les strates de notre société, et en premier lieu, il est à l'intérieur de nous. En premier lieu, c'est nous qui continuons à le nourrir. Et l'idée, et moi si je fais ce partage-là, c'est en premier lieu aussi parce que ça me fait du bien de partager mes compréhensions, ça permet d'extérioriser et tout, mais c'est aussi parce que il s'agit pas de culpabiliser en se rendant compte, ah oui, c'est vrai, parfois je suis un peu méprisant avec certaines personnes, ou parfois je me positionne en dessous, et donc en fait je viens nourrir ce système de élite et de peuple et ce système de division. Mais il s'agit juste en fait d'en prendre conscience, et en fait le simple fait d'en prendre conscience permet déjà d'arrêter de le nourrir, en fait. En tout cas, d'avoir plus de conscience peut-être la prochaine fois que je ferai preuve de mépris, en fait, envers d'autres personnes, par exemple, parce que je me considère comme étant au-dessus. Donc voilà. Et donc voilà, pour revenir à cette histoire de reconnaître des leaders, moi ce que je ressens, c'est que il pourrait y avoir un paradigme où en fait le rôle d'un leader n'est absolument pas de nous sauver, contrairement à ce qu'on demande un peu à nos élites.
Parce que le problème de demander aux gens de nous sauver, c'est qu'en fait, on rentre dans le triangle de Karpman. Je pense que vous connaissez le triangle sauveur, bourreau, victime. Donc, je vais pas développer là dans cet épisode, mais c'est vraiment cette idée que à partir du moment où tu rentres en sauveur avec quelqu'un, tu rentres en victime, tu rentres en bourreau, à un moment, tu fais le tour du cadran. C'est un triangle, tu tournes. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on demande à nos élites de nous sauver. Alors, plein de gens vont dire, mais non, mais je leur demande rien, j'attends rien d'eux. Mais je parle de quelque chose qui est collectif, dans la manière dont on fonctionne collectivement et structurellement. C'est ce qu'on demande à nos élites. On leur demande de prendre des décisions pour nous, de savoir pour nous, de faire pour nous. On leur délègue notre part de responsabilité, on vote pour eux, on leur donne une part de, vas-y, fais pour nous, fais à ma place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On leur demande de nous sauver. Et du coup, ils passent en bourreau et on passe en victime. Et on est dans ce triangle comme ça en permanence. Et pour sortir de ce triangle, pour moi, on peut passer dans un paradigme plus de cette idée de reconnaître des leaders, où le rôle d'un leader n'est pas de venir nous sauver, mais le rôle d'un leader, c'est juste de montrer l'exemple, de tracer sa voie, en écoutant une boussole. Alors pour moi, la véritable boussole d'un leader vient du cœur, parce que ça vient du courage, et c'est la capacité à tracer sa voie, etc. Donc après, on pourrait ne pas être d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est ça qui permet de reconnaître un leader. Et en fait, par son exemple, le leader te permet, toi, de voir à quel endroit tu es ou non dans ton leadership et de t'inspirer à aller dans ton propre leadership. Et la réalité, c'est que un véritable leader, quelqu'un qui est dans son leadership, qui est dans sa souveraineté, n'a absolument aucune envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est ça, en fait, qui te permet aussi, je pense, de distinguer, entre guillemets, des personnes qui se disent élites, qui se passent au-dessus des autres, et des personnes qui sont véritablement des leaders. C'est que quand tu es au contact de véritables leaders, parce que moi, j'ai dans mon entourage des personnes que j'estime comme étant des leaders qui m'inspirent beaucoup dans leur capacité à être souveraines et à tracer leur vie et ouais, à être droites, en fait, dans leurs valeurs, dans leur intégrité. En fait, ces personnes-là, tu sens qu'elles ont absolument aucune envie d'avoir quelque forme de pouvoir en toi. Et limite, c'est une allergie, en fait. Et donc, c'est ce qui permet, en fait, de distinguer véritablement les personnes qui sont vraiment dans leur leadership. Parce que quand quelque part, tu as besoin, ça te procure du plaisir d'avoir du pouvoir sur les autres, etc. Bah, globalement, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'à la racine, tu as besoin, en fait, il y a quelque chose que tu n'es pas souverain quelque part, donc tu essaies de faire en sorte que les autres ne soient pas souverains quelque part. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, qui se joue. Et bref, tout ça pour dire que dans ce paradigme où on reconnaît des leaders, au final, c'est quoi la finalité de ce paradigme? C'est que tout le monde devient leader. Et on sort de cette idée que le leader, c'est celui qui dirige pour les autres. Non, c'est celui qui trace un chemin, qui trace une voie, qui permet de montrer un exemple, qui permet au final à chacun derrière de tracer sa propre voie. Et du coup, dans une société où tout le monde aurait connecté à son leadership, à sa souveraineté intérieure, on aurait beaucoup moins de problèmes il est moins bien, il est mieux. Et vous voyez, ces problèmes de difficulté à vivre ensemble et à travailler ensemble en bonne intelligence, tout simplement parce que des leaders ne se sentent pas menacés par d'autres leaders. Quand tu es dans ton leadership, quand tu es au bon endroit, bien dans tes baskets, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, etc., encore une fois, tu n'as aucune envie de te battre avec les autres, de prendre du pouvoir sur les autres. Tu as juste envie tu as compris en fait que ton chemin n'est pas en contradiction, en compétition avec le chemin des autres et qu'il y a de la place pour le leadership de chacun, parce que j'en parlerai, je pense, dans un autre podcast, mais je pense que la vie est extrêmement bien faite et qu'en réalité, il y a de la place pour absolument tout le monde et il y a de la place pour le leadership de chacun. Si on sort en fait de cette idée que de conformité où les leaders, c'est ceux qui ont le mental qui est comme ça, une capacité à se conformer. Vous voyez, le premier paradigme, quand on rentre en fait entre guillemets dans la fabrique des élites, si on sort de ce paradigme-là et qu'on revient au paradigme que être un leader, c'est être capable de tracer sa voie, écouter ce qui résonne pour nous, de créer sa vie depuis quelque chose qui est juste pour nous, il n'y a pas deux personnes pareilles sur la planète. En fait, c'est d'un côté, il y a une forme de conformité, et donc du coup, dans cet aspect de conformité, on peut faire une compétition entre celui qui a le meilleur mental, celui qui a la meilleure capacité à se conformer, celui qui a la plus grande capacité à
à respecter les règles, etc. On peut, parce qu'en fait, on essaye d'évaluer les gens sur les mêmes capacités. Mais une fois qu'on rentre dans un paradigme, par exemple, du leadership, de reconnaître des leaders, de se reconnaître avec des leaders et de naître avec des leaders, parce que oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Dans le mot reconnaître, il y a co-naître. On entend co-naître, naître avec. Et donc, dans ce paradigme-là, il y a vraiment cette idée que, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a complètement de la place pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de compétition. Il y a pas deux humains sur Terre qui ont la même essence, qui ont le même parfum. Et donc, si tous les humains se mettent à créer depuis leur parfum unique, à partir de là, en fait, il n'y a plus de compétition. Donc là, vous allez me dire, la meuf, elle vit dans le monde des bisounours et c'est utopique. Mais ça veut pas dire que j'ai... Enfin oui, c'est utopique dans le sens où je vous partage tout ça parce que je pense que c'est un paradigme qui serait, je pense, plus bénéfique pour notre collectif si on essayait de bouger ces lignes-là qui, oui, ça change pas grand-chose dans les mots, hein, choisir des élites, reconnaître des leaders, mais dans le fond, en fait, ça change tout en termes de société, de la société qu'on veut, de la société qu'on veut léguer à nos enfants, etc. Ça change véritablement tout. Et ça permet, en fait, de sortir véritablement de ce triangle infernal sauveur, bourreau, victime qu'on vit avec nos élites. En ce moment, on est clairement en relation toxique avec nos élites. Un coup, à chaque élection, on attend de quelqu'un qui vienne nous sauver. Puis après, soit on est content, soit on est déçu. Et puis après, on va désespérer parce que les personnes à qui on a donné notre vote, notre voix, nous déçoivent. Et en fait, on est tout le temps dans cette espèce de relation toxique où on n'en sort pas. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui. Je pense qu'on peut en sortir, mais va falloir passer par une phase de responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'il va falloir redescendre la décharge de responsabilité qu'on donne un peu à nos élites. On cherche des sauveurs véritablement, collectivement. Ça veut pas dire que tout le monde cherche un sauveur, mais collectivement, on cherche des sauveurs avec ce système-là. Et il va falloir, si on veut sortir de là, redescendre, en fait, arrêter la centralisation du pouvoir et revenir à de la responsabilité individuelle. Et ça, je pense que j'en parlerai beaucoup plus de cette histoire de responsabilité individuelle parce que pour moi, elle est la clé. Elle va avec la liberté, cette histoire de responsabilité individuelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. Donc, c'est parti dans tous les sens, évidemment. J'espère que vous m'avez suivi dans ce voyage, que vous avez passé un agréable moment. Puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.